Bonjour à tous, je suis David Job, coach, consultant et formateur en performance corporate et familiale et fondateur des émissions Chronospace, des émissions où je reçois pour des interviews exclusives des professionnels de la gestion du temps, de l'espace, qui nous font l'honneur de nous partager pour notre plus grand bonheur leurs outils et leurs recettes pour faire de ces deux dimensions nos meilleurs alliés. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous explorerons quelques outils que sont intelligence collective, le co-développement féminin, le théâtre, mais aussi nous allons tenter de mettre les ponctuels et les retardataires chroniques sur la même longueur d'onde en mettant les points sur les i de la perception du temps. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir une femme extraordinaire, multitalentueuse, au cœur gros comme ça. Depuis 10 ans, elle se forme à plusieurs approches de développement personnel, énéagramme, les techniques psychoénergétiques, EFT, Zenzite, et de coaching afin d'animer des ateliers au service d'associations solidaires selon leurs besoins, avec sa conviction qu'à plusieurs cerveaux, c'est plus enrichissant que seul. Elle a un attachement profond au travail en groupe et c'est donc tout naturellement qu'elle s'est tournée vers des associations comme Interquel, dont elle est la présidente et où elle propose et supervise des séances de co-développement au féminin. Elle est également animatrice du réseau CODEV, réseau de co-développement au féminin, où l'outil majeur est l'intelligence collective. Elle a participé à plusieurs projets de théâtre amateur et aussi une expérience de la formation au sein de l'entreprise par une expérience de 15 ans au service de formation d'une grande entreprise. Elle est également master coach certifié, superviseur et enseignante en programmation neurolinguistique. Et oui, rien que ça, rien que de dire tout cela, j'étais sur le souffle, mais surtout, ce dont elle est le plus fière, c'est d'être mère d'une jeune fille de 18 ans. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce numéro exceptionnel où le temps et l'humain vont aller à la rencontre l'un de l'autre, Viviane Véry. Viviane, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Quel plaisir de te voir et de parler à cet auditoire. Merci de m'accueillir. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir, plaisir partagé. Voilà, tu es une femme qui a énormément de talent, un passé très intéressant, beaucoup de cordes à ton arc et surtout, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est la perception du temps et d'autres petits outils. Mais alors, avant peut-être de rentrer dans les différentes boîtes à outils que tu vas nous livrer, avant de rentrer dans quelques conseils que tu vas nous donner. Je vais simplement te poser la question, si tu devais te présenter en 20 secondes, chrono, hein, attention, on est une émission chronospace, en 20 secondes chrono, que dirais-tu? Alors en 20 secondes, je dirais que ce qui me définit vraiment particulièrement, c'est la vitalité, le peps. Je suis toujours quelqu'un qui a plein de projets en route. Tu l'as dit, ça fait 10 ans que je me forme, j'ai une jeune fille de 18 ans. Ce temps, en effet, que moi j'ai consacré aussi à beaucoup de projets, c'est vraiment le cœur de ma vie d'avoir plusieurs temps dans ma vie. J'ai fait plusieurs métiers, j'ai appris plusieurs choses. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. J'adore rencontrer des gens, j'adore le travail de groupe, la scène, le spectacle. Et je suis persuadée que tout ce travail que tu fais avec Chronospace va beaucoup enrichir les gens et leur donner justement beaucoup de perceptions dans leur vie et la capacité aussi d'effectuer des changements. Donc, je te remercie encore parce que du fond du cœur, tu as dit que j'avais un gros cœur, mais c'est vrai, je mets du cœur dans un peu tout ce que je fais et c'est aussi une des particularités, je crois, quand on travaille avec les gens, c'est d'aimer ça, d'aimer être avec ces gens-là et qui fassent aussi partie de notre vie. Donc, je ne sais pas si ça fait 20 secondes, parce que je ne suis pas le meilleur sujet dont je pourrais parler. Euh, mais Ça fait beaucoup plus que 20 secondes, mais c'est tellement c'est beau ce que vrai. tu viens de dire que je n'ai pas osé t'interrompre. C'est vraiment plein de gentillesse, plein de spontanéité, plein de bonté. Et voilà, ça ne ment absolument pas du tout ce que j'ai dit en introduction. Donc, j'ai l'impression qu'on va passer un moment extraordinaire, que vous allez tous passer devant votre ordinateur un moment extraordinaire, un chronospace très enrichissant et plein de valeurs humaines. Merci déjà pour cette introduction, Viviane, et merci surtout d'avoir accepté de venir parler dans Chronospace. Alors, tu venais de le dire, où tu es quelqu'un qui a plusieurs vies, on va dire ça comme ça. Donc, tu es salarié, en même temps, tu te formes pour être indépendante, tu es coach, master coach,
tu as étudié à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, mais aussi la PNL que tu enseignes. Comment définirais-tu le fil conducteur de ces facettes de ta personnalité? Le fil conducteur, c'est cette notion de l'apprentissage, comprendre comment on apprend et toujours aller plus loin pour déployer un maximum de compétences, pour accompagner d'autres personnes. Et puis à chaque fois que j'ai pu rencontrer dans le travail que j'ai fait quelqu'un qui m'apportait une petite lumière ou un éclairage sur quelque chose, ça a aiguisé ma curiosité en me disant, tiens, comment je pourrais utiliser ça pour accompagner d'autres gens? Et je pense que le fil conducteur, c'est cette envie fondamentale d'accompagner des gens et d'être auprès d'eux et de mettre à disposition des outils, des formations, ma compétence pour les aider aussi à effectuer les changements que moi j'ai faits à certains moments de ma vie. Donc la curiosité, l'envie d'aider, la curiosité intellectuelle aussi, parce que c'est assez excitant cette époque qu'on vit. Si on pense à toutes les transformations qu'on a pu voir dans les sociétés de tous les endroits du monde, avec l'arrivée de la technologie, avec le changement de l'apprentissage via Internet, avec ces grandes découvertes sur les neurosciences, il y a énormément de domaines qui changent. Et moi, ça m'émerveille, je suis épatée. Donc, je garde de toute ma vie cette notion d'apprendre, de mettre au service et une grande curiosité. Wow. Effectivement, c'est une belle définition, en tout cas, de ce qu'est s'approprier les choses que l'on apprend pour les donner plus loin, faire passer plus loin et faire passer ces messages et avoir envie de donner aux autres. Alors, justement, par rapport à ce que tu disais, tu fais partie du réseau féminin qui rassemble des femmes qui veulent performer tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, pardon. Alors, est-ce que c'est important de nos jours de performer? Alors, moi-même, je suis consultant en performance. Donc, quelque part, je te pose une question, mais je me challenge aussi. Euh, c'est si important que ça, performer, performer, performer. Alors j'aime bien les mots parce que les mots ils ont une histoire et puis performer c'est un mot qui a une forme aussi si on le regardait tout à l'heure on va regarder le temps on va regarder un peu nos perceptions on va regarder comment tout ça se joue mais performer ça serait un peu avoir une autre forme finalement à chaque fois qu'on améliore quelque chose dans notre vie on passe d'une forme à une autre on apprend à évoluer à grandir pour différentes raisons et la performance ça peut être aussi quelquefois comment remettre de la magie dans le quotidien ou comment accepter des événements qui nous arrivent. Euh, je pense que c'est important dans le sens où si ça vient de soi, vis-à-vis de soi, et si on garde du sens pour soi, si ça vient de l'extérieur et que c'est imposé en effet, quel intérêt d'être performant pour se conformer au format de quelqu'un d'autre? Pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, si moi, pour mon bonheur, celui de mes proches, j'ai envie de changer quelque chose et que là, je sens qu'il me manque des choses et que je vais apprendre et que je vais devenir cette personne que j'ai envie de devenir pour être plus heureux, pour donner plus de bonheur autour de moi. J'ai rencontré il y a plus de 10 ans, en commençant dans le monde associatif, des femmes qui n'avaient pas fait d'études, pour beaucoup qui n'étaient pas nées en France, étaient arrivées en France assez jeunes. Elles avaient consacré 10 à 15 ans de leur vie à élever les enfants, puis à un moment de leur vie, elles avaient envie d'autre chose. Donc à ce moment-là, c'est à la fois une douleur et un grand espoir d'aller rencontrer des gens, et déjà c'est beaucoup de courage, et de se dire j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de passer un diplôme. J'ai accompagné une jeune femme qui avait 30 ans à passer un diplôme de secrétariat pour travailler. Elle rêvait de travailler dans une caserne des pompiers. C'est quand même incroyable. Un rêve comme ça peut sembler pour certaines personnes, ça serait pas de la performance, mais si on se met à l'échelle de cette personne-là, et je pense toujours à elle, et ça fait très longtemps, mais cette personne-là, pour moi, c'était un exemple. C'était quelqu'un, je me suis dit, ouais, je peux pas la laisser tomber. Je sais par quoi elle pourrait passer. Il y a des choses qui me semblent abordables pour elle. Ah, voilà, je vais la soutenir, mais c'est pas moi qui ai fait le boulot. Hein. Performer, c'est vraiment l'idée de soi vis-à-vis de soi. Et puis, si c'est vraiment important, hein, si vraiment ça tient à cœur, on va aller chercher à l'extérieur des outils, des gens, des apprentissages. Mais pour moi, oui, c'est important de performer si ça met du sens pour soi. Sinon,
c'est une étiquette sociale ou c'est une étiquette qu'on veut pour nous. Et là, à ce moment-là, pour moi, c'est pas de la performance. Alors, justement, comment tu parlais donc de cette dame qui voulait être secrétaire chez les pompiers, comment réussir justement la combinaison des deux? Donc, cette performance professionnelle, cette performance personnelle, d'abord, est-ce que c'est un antagonisme? Et puis, si oui, comment y arriver? Alors, dans le réseau que des vœux dont tu parlais tout à l'heure, donc ce sont que des femmes qui viennent pour être dans ces groupes afin d'évoluer sur certaines thématiques personnelles ou professionnelles. On se rend compte qu'en fait, une personne, c'est une personne partout dans les domaines de sa vie. Elle s'en mêle elle-même, elle se porte, hein, elle se déplace dans différents domaines. Il y a des rôles sociaux, mais elle, fondamentalement, qui elle est, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, c'est toujours elle qui reprend de l'information, qui a des émotions, qui évalue si ça lui va ou pas. Et à mon avis, on est dans une époque aujourd'hui où beaucoup de femmes, justement, des hommes aussi d'ailleurs, mais beaucoup de femmes se questionnent sur vraiment le sens profond qu'elles veulent avoir et le rôle qu'elles veulent avoir dans la société. Et elle se questionne aussi sur toutes ces étiquettes qu'on a mis, sur les frontières qu'on voudrait mettre. Euh, il y a une question de développement de soi, mais au-delà de ça, d'une certaine cause, on va dire, sans revendication, mais un certain changement social du regard sur la femme, dans son rôle qu'elle a au sein de la société et de l'évolution du monde aussi. Donc il y a à la fois en effet quelque chose de personnel, quelque chose de professionnel, quelque chose d'individuel, élargi au champ proche qui peut être ou la famille, ou l'équipe, ou le travail. Et puis au-delà de ça, quelle société on est en train de construire, à quoi on contribue. Euh, cette quête, hein, très loin, je pense aussi, c'est ce qui anime les personnes qui proposent des réflexions communes, qui proposent des interventions de façon à marier, on va dire, les cerveaux, hein, à cogiter tout ça, pas seulement tout seul, et peut-être aussi à provoquer justement ce que la prochaine génération va s'approprier, une sorte de changement dans certains paradigmes. Moi, je crois vraiment à cette capacité maintenant de faire tous ces échanges-là. Wow. À quel défi le plus grand as-tu été confronté et dont tu es le plus fier d'avoir surmonté? Le défi le plus grand ou les défis les plus grands que j'ai dû surmonter, euh, je pense, c'est quitter ma région natale ou quelquefois quitter le travail que je faisais. C'est encore le défi d'aujourd'hui. Euh, c'est de suivre un rêve ou de suivre une idée, une impulsion qui dit c'est là-bas qu'il faut aller. Et euh, je vais vous confier quelque chose d'un peu, enfin, dont je suis fière aussi. Ma grand-mère était polonaise. Et ma grand-mère a quitté la Pologne donc au début du XXe siècle, après entre les années 30 et 40, à un moment où malheureusement euh, la terre était secouée de grands malheurs. Et donc ma grand-mère et mon grand-père ont traversé une partie de l'Europe à pied, en charrette. Et ils sont d'abord installés une partie au Luxembourg et ensuite sont venus en France. Donc c'est proche, hein, c'est ma grand-mère. C'est pas loin hein, en termes de génération. Hein. Et j'ai cette idée quelque part que il y a un moment il faut quitter. Quand on a trop de souffrance ou on est trop mal ou ça peut plus convenir. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce courage-là de quitter. Moi-même dans ma vie, je pense que les plus grands défis que j'ai eus, ça a été parfois de quitter, d'oser. Pour une jeune fille, par exemple, comme moi, qui avait 20 ans, qui connaissait rien, qui avait été élevée à la campagne, monter à Paris, par exemple, c'était quelque chose. Hein. Je suis arrivée gare d'Austerlitz, j'ai ouvert la cabine téléphonique, j'ai pris l'annuaire et j'ai cherché une chambre. Enfin, enfin, si on y pense en même temps, on se dit, mais elle était inconsciente, mais en même temps, j'avais comme pas le choix. C'était ça où je m'asseyais sur le bord de la route et je pleurais. Donc, j'ai vite fait mon choix. Mon choix, c'était pas celui-là. Et je pense que un défi dans la vie, à un moment, c'est vraiment, je l'ai fait quand j'ai quitté ma première carrière de cadre hospitalière. Euh,
c'était un moment de dire je veux plus ça. Je sais pas exactement ce qu'il y a après, mais j'ai l'idée que je vais mettre toute mon énergie dedans et j'ai pas le choix et y aller. Et y aller. C'est ça le défi, c'est y aller, même si on sait pas. C'est un sacré truc, ça. Ouais, c'est l'illustration magnifique en fait de sortir de sa zone de confort, d'oser se remettre en question et sachant qu'on on va dans l'inconnu, mais en tout cas on va pour soi, pour écrire la meilleure version de soi-même en fait, en termes maintenant en mettant des mots du développement personnel là-dessus, mais c'est un petit peu ça que tu nous racontes. Oui, oui. Alors, tu peux nous parler, Viviane, de l'intelligence collective? Alors, l'intelligence collective, c'est un sujet qui m'anime depuis longtemps, sans le savoir en même temps. Je suis issue d'une grande famille et j'ai eu cette habitude, souvent, on discutait, on chuchotait, on trouvait des idées. Et déjà, l'intelligence collective dans la vie quotidienne, elle commence comme ça. Quand deux ou trois personnes commencent à échanger sur un sujet, il y en a un qui dit « Ah, mais si !» Ah, mais oui, ah, mais non. Voilà comment les personnes vont ensemble construire un projet ou répondre à des questions. Là, on est dans l'intelligence collective. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait des modèles d'animation de cette intelligence collective, dont le co-développement. Et dans le co-développement, l'idée majeure, c'est que chacun, par sa différence ou par ses compétences, par son trajet de vie, peut amener quelque chose à la personne qui va être là pour aborder la question qui le préoccupe. Et cette idée, c'est qu'on inclut tout le temps ce qu'une personne pense. La manière de penser d'une personne est complètement respectable et dans un groupe de ce genre-là, par exemple, on va inclure en permanence les suggestions, les idées. L'intelligence collective, c'est avant tout l'inclusion et positive. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout prendre à un moment donné, on ne va pas tout choisir. Par contre, on écoute, on prend en compte, on valide, parce qu'une personne, quoi qu'elle pense, elle est arrivée là pour certaines très bonnes raisons qui lui sont propres. Donc, cumuler aux très bonnes raisons de l'autre, aux très bonnes raisons de l'autre, et puis guider ensemble vers un objectif qui va être de contribuer, ça donne des choses absolument extraordinaires, étonnantes, à tous les niveaux de vie. Et une personne qu'elle ait fait des études ou comme ces femmes dont je parlais, et elles sont nombreuses aussi dans les groupes de co-développement parce qu'il y a une grande mixité dans ces groupes. Une personne qui a été au foyer, qui a élevé des enfants, et les mamans le savent, et les papas aussi qui ont pu rester à la maison pour élever leurs enfants, il faut faire preuve d'une sacrée intelligence situationnelle pour le coup au quotidien pour gérer deux enfants, trois enfants, préparer le dîner, gérer la maison. Il y a une intelligence aussi dans des tâches qui pourraient nous sembler hors circuit professionnel, mais pourtant, ce sont des informations importantes. Donc, l'intelligence collective, elle peut être au profit d'un groupe social ou d'une institution, par exemple, quand on va aller faire une animation auprès d'une équipe soignante ou quand on va aller dans une école pour parler avec des enfants, mais aussi au niveau professionnel, quand une équipe va se réunir pour réfléchir à un projet particulier. Selon la situation, la dynamique, c'est tout de même toujours la même, c'est l'inclusion est positive. Il y a quelque chose là de très, très important, c'est d'avoir de la diversité, être inclusif de manière positive, de façon à générer une sorte d'émulation. On parle d'émergence en fait à ce moment-là. Il y a une énergie particulière qui se forme dans un groupe et chacun, je pense, a pu vivre cette situation parfois où on lance une idée, où on lance un projet, où on parle de quelque chose, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais moi, j'ai déjà fait ça. Ah oui, mais moi, ça me rappelle. Ah oui, ah, mais moi, j'ai fait ça déjà. » Et on découvre des choses parfois sur les gens, mais c'est absolument incroyable. Il y a des personnes qui ont fait des trucs, mais c'est hallucinant, on n'imagine pas. Moi, j'ai rencontré des personnes, je les écoutais, mais c'était mieux que la bibliothèque, ou mieux que Internet maintenant. Je suis d'une génération où on lisait encore des livres, mais
De quoi? Des De quoi? quoi? Tu sais, le truc là, tu ouvres là comme ça. Non, non, ça, bon. On fait comme ça, non? C'est un grand machin Ouais, qui on fait comme ça. ouais, voilà, de gauche à droite, ça dépend des cultures en même temps. Il y a des cultures où c'est dans l'autre sens, hein, mais voilà, c'est ce truc-là. Et c'est toujours allumé, t'as pas besoin de le recharger. Ah, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette Ah méthode. mais oui, je Voilà. suis sûre que t'en veux un. Je sais pas comment je saurais l'utiliser. Non, je rigole. Ah oui. Viviane, en tout cas, elle est lancée. Elle est lancée, Viviane. Là, je l'ai lancée sur l'intelligence collective. C'est parti. Là, on a pratiquement une demi-heure d'émission rien que sur l'intelligence collective. Et c'est tant mieux. Au début, quand tu as commencé à décrire ça, ça m'a vraiment fait penser au brainstorming et aux méthodes japonaises en fait, de gestion des réunions ou de gestion de sujets. Et puis le fameux 1 plus 1 égale 3. Mais c'est intéressant parce que tu l'étends aussi au quotidien, c'est-à-dire le papa, la maman, les enfants dans la gestion quotidienne, dans petites résolutions de conflits ou simplement résolution Mm. de petits sujets de tous les jours, avec de la bienveillance et beaucoup de respect, et qu'une envie, c'est d'apporter un maximum pour arriver à un résultat, en fait, c'est ça. Alors, l'intelligence collective, on va dire, c'est le moyen c'est ce qui se passe en fait quand on anime un groupe. C'est pas seulement dans le co-développement, il y a aussi plein d'autres milieux où cette intelligence collective peut se mettre en œuvre. Euh, euh, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est d'aller chercher dans d'autres domaines que les domaines professionnels. Je pense que sur des nouveaux entrepreneurs, par exemple, ou des infopreneurs, des personnes qui travaillent à la maison, il y a un déplacement du monde du travail dans le domaine privé de la maison, par exemple. Il y a énormément de personnes qui travaillent chez elles. Et justement, comment elles se remettent en réseau, comment elles ont ce besoin à un moment d'aller rejoindre une communauté, d'aller rejoindre des groupes de mastermind, de se retrouver par des groupes de pratique, par le web. Il y a une multiplication maintenant de certaines propositions qui n'existaient pas précédemment parce je pense qu'il y a un besoin fondamental d'aller faire miroir avec les autres et un miroir peut-être différenciant aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Il sait peut-être des choses que moi j'ai pas encore faites. Et avec la magie des outils et du web, on peut se parler à distance et on va voir à l'autre bout de la planète comment les gens font. Mais c'est extraordinaire. C'est la magie, c'est d'une abondance extraordinaire tout ça. Chronospace ne pourrait pas être ce qu'il est s'il n'y avait pas justement cette possibilité Et d'Internet et de faire des interviews à distance. On ne pouvait pas imaginer il y a une dizaine d'années. Alors justement, on est à l'ère de la sursollicitation de la communication. Tu penses que justement cette intelligence collective, ce serait une opportunité pour réapprendre le réseau social? je pense que au-delà d'une opportunité, c'est un mouvement spontané. Je pense que l'être humain a un mouvement spontané pour se mettre en groupe quelque part, à la fois pour savoir s'isoler quand il doit s'isoler, et puis aussi spontanément pour faire groupe. Je crois vraiment à cette notion-là. Il y a différents réseaux, on va en parler. Il y a des réseaux d'affaires, il y a des réseaux, des communautés avec des loisirs communs, il y a des communautés solidaires. Mais cette idée d'aller se confronter à l'autre de la même technicité ou du même domaine ou d'une expertise un peu différente, il y a quelque chose là. Euh, euh, je pense de la survie dans l'évolution, c'est-à-dire qu'à un moment T, là, maintenant, tout de suite, peut-être que j'en ai pas besoin. Mais si je me projette en avant, moi tout seul, ça donnera rien. On sait pertinemment que tout seul, si on va pas chercher l'information et si on multiplie pas les possibilités, on sait très bien qu'on va pas évoluer, que ça va rester quelque part sur une petite routine ou sur quelque chose qui va pas pouvoir se développer comme quand on a le regard de l'extérieur. Il y a quelque chose d'assez humaniste là-dessus, sur l'idée d'exister par le regard de l'autre. On pourrait aller rejoindre certains courants humanistes sur cette notion-là. Et moi, je vais jusqu'à exister par le groupe dans lequel je m'inclus. Alors, parle-nous un peu de ton parcours de comédienne. Ah, mon parcours de comédienne. Ah, ça, c'était un grand bonheur. Ça, c'est un grand changement aussi dans ma vie. Hein. Je vais de 2 minutes pour te raconter le contexte. J'étais maman célibataire et ma fille allait rentrer à l'école
Et je l'avais fait garder à part la nounou, à part personne. C'est-à-dire qu'elle allait avoir 3 ans. Et je me disais, pour son évolution et pour la mienne, faut pas qu'on se fusionne et qu'on, voilà. Donc moi, je travaillais, j'avais des amis, etc. J'avais la famille. Et puis, je me dis, il faut que je fasse une activité, un support extérieur, pour que aussi ma fille, elle puisse être gardée par d'autres gens, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance entre nous et qu'elle se développe avec plein de richesses. Et c'est comme ça que je suis allée voir une association qui commençait des ateliers de théâtre. Et j'ai intégré le théâtre avec cette idée de faire quelque chose pour moi. Ça faisait plusieurs années, donc j'avais élevé ma fille, je travaillais, j'étais dans cette mise en route là de cette vie-là qui était passionnante pour moi. Je savais que je pouvais m'y enfermer très facilement parce que par fusion avec ma fille qui était toute ma vie, et je savais en même temps que c'était pas bon et qu'il fallait autre chose. Donc j'ai rejoint une troupe de théâtre avec laquelle j'ai travaillé presque 10 ans. Et ça a été une magnifique aventure. J'ai joué et j'ai aussi pour une autre troupe. Et j'ai monté aussi moi-même et animé des ateliers. Et c'est là où j'ai découvert le petit stress de l'arrière-scène et le grand kiff, dirait ma fille, le super kiff aussi, parce que le plaisir, on va dire, de le faire, il est proportionnel à tout ce stress qu'on peut avoir à un certain moment. Et comment le gérer, comment apprendre à dépasser ça pour donner sur scène et puis trouver l'énergie de partager. C'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, dont j'ai vraiment besoin. Le côté scène, le côté monter un projet, créer. Il y a une grande valeur à être une troupe aussi, le fait d'être une troupe. Il y a quelque chose euh, euh, qui est du domaine d'un seul corps, quoi. En fait, on forme unité pour un projet. Donc ça, c'est vraiment intéressant à vivre. C'est vraiment passionnant. En tout cas, on voit la passion. On voit Ah cette bah, et, et on voit la passion des arts de la parole aussi. ah oui, oui. Il faut que tu me fasses taire, hein. Mais j'ai pas envie parce que c'est tellement intéressant, passionnant. Puis Mais tu parles avec une telle passion, c'est presque dommage. C'est dommage. C'est presque envie de. Non, on coupera au montage. C'est pas grave. On coupera. C'est tellement tu sympathique. feras. On fera des coupures. Et ou sinon, on fera plusieurs épisodes.